Face à l'urgence climatique, les collectivités jouent un rôle central dans la mise en œuvre d'une transition écologique concrète et planifiée. Cette table ronde réunit des élus, experts de l'énergie, de l'aménagement pour partager des retours d'expérience et des outils opérationnels. Merci de nous avoir rejoints sur cette table ronde. Merci à nos invités d'être venus complètement à l'heure, Monsieur Livrosé. Et je ne vais pas la ramener de mon côté parce que moi-même, je dois faire une confession, je suis arrivé un petit peu en retard. Voici avec nous Christian Cazelot, vice-président de la MF31, maire de Castelnau-Picampeau, vice-président de la communauté de communes Cœur de Garonne. Bonjour. Ghislain Frambourg, vous êtes directeur général délégué Transition écologique et mobilité au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bonjour. Olivier Livrosé, vous êtes directeur territorial de la Banque des Territoires. Thierry Suot, vous êtes président du SDEG, le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. Et enfin, la dernière mais non la moindre, Mélanie Taubert, vous êtes adjointe à la directrice départementale des territoires. On va faire très classiquement, on ne va pas réinventer la roue, on va se faire un petit tour de table. On commence avec vous, Monsieur Livrosé, nous présenter en quelques mots la Banque des Territoires et quelque part ses missions par rapport à cette fameuse transition écologique. Oui, merci et bonjour à tout le monde. On est un peu dans la redite pour les habitués de ce salon et de ces journées territoriales. On a le plaisir assez régulièrement de participer à ces tables rondes en tant qu'établissement public financier, parce que c'est ce que nous sommes. On est en fait un démembrement de la Caisse des dépôts et consignations. Donc on a bientôt 210 ans. Et on est la Banque des Territoires, créée beaucoup plus jeune. Je suis très jeune, je suis né en 2018. Et on a, comme son nom l'indique, une vocation financière vis-à-vis de l'ensemble des territoires, donc des collectivités locales et du bloc communal en particulier. Mais sur cette dimension financière, que faisons-nous? On fait, somme toute, 3 choses. On fait du prêt, c'est l'essentiel de nos volumes. On fait ce prêt pour les collectivités locales et aussi, et je dois dire très majoritairement, pour le logement social. C'est notre activité historique et on centralise une ressource dont on sera peut-être amené à reparler dans quelques instants, qui est le livret A. On centralise la majorité du livret A en France. Ce que nous faisons également, c'est que nous avons des services d'accompagnement, d'ingénierie, notamment assez souvent avec des programmes en accompagnement de programmes de l'État. Donc ça, c'est les choses dont on a déjà beaucoup parlé dans cette salle, petite ville de demain, cœur de ville, village d'avenir dans une façon un peu moindre pour nous. Et puis, troisièmement, notre troisième activité, c'est qu'on est, comme on a quand même 210 ans d'expérience, qu'on n'a pas fait que des bêtises financières, on a une capacité d'investissement propre et on participe à la transformation écologique, objet du jour, mais aussi au développement économique à travers une capacité de co-investissement auprès cette fois d'acteurs privés dans les secteurs qui sont symptomatiques de l'intérêt général. Voilà, pour ne pas être trop long et dans cette première approche, peut-être dire quand même, et pour être en affinité avec le sujet de cette table ronde, qu'on a le plaisir d'être sous la surveillance d'une commission de surveillance. Notre gouvernance est une gouvernance parlementaire. Donc, vous connaissez les circonstances actuelles, mais néanmoins, on est relativement plus stable que la dimension gouvernementale. Dans ce cas-là, le président de la commission de surveillance est de la région, il est gersois, Jean-René Cazeneuve. Et dans ce cadre-là, c'est député, et dans ce cadre-là, on a une continuité de notre plan stratégique, et on a 3 axes sur ce grand plan stratégique. Un axe de cohésion sociale et territoriale, un axe de souveraineté, beaucoup avec la BPI aussi pour aider à la réindustrialisation, et puis un axe de transformation écologique qui me vaut le plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Et puis nous concerne aujourd'hui au premier chef Thierry Suot. J'ai dit que vous étiez président du SDEG, vous êtes aussi maire de Portet-sur-Garonne, vous avez d'autres fonctions. Oui. Le SDEG en particulier, alors, ce syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne, quelques mots. Eh bien, le SDEG, c'est un syndicat de communes, donc ça dit tout pour nos collègues qui sont ici. Nous sommes au service des communes de la Haute-Garonne dans nos domaines de cœur de métier et de cœur d'ambition, puisque nous sommes anciennement, dans les lendemains de la Première Guerre mondiale, avec l'électrification du pays,
donc syndicat d'électricité, ou plus exactement un regroupement de syndicats locaux d'électricité, devenu donc dans les années 2000 un syndicat d'énergie. Et donc nous sommes à la fois sur des métiers historiques liés à l'électricité, tout ce qui relève des réseaux électriques des collectivités membres, mais en même temps, donc, et tous les connexes, puisqu'il faut de l'électricité pour l'éclairage public, dont nous avons la compétence également. Et puis, nous sommes aujourd'hui donc aussi à la tête d'un certain nombre de programmes qui, plus que l'électricité, qui est un sujet éminemment technique, nous conduit donc à être sur des propositions, mais aussi des réflexions permanentes sur les sujets de la transition énergétique, comment faire face finalement aux enjeux du réchauffement climatique, aux enjeux de la crise ou des sujets énergétiques. Et donc nous sommes aujourd'hui sur ce volet très politique, mais aussi très concret, très pratique de la transition énergétique, avec tous les volets de la baisse des consommations, donc de la sobriété, jusqu'aux questions de la production, mais j'imagine qu'on y reviendra. Oui, il en sera question dans quelques instants. Mélanie Taubert. Donc, je représente la direction départementale des territoires, qui est le service déconcentré de l'État qui met en œuvre les politiques du ministère de l'Agriculture, de l'industrie, n'importe quoi, excusez-moi, de l'Intérieur et de l'écologie. Donc, évidemment, la transition écologique est au cœur de nos métiers. On essaye d'accompagner les territoires et les collectivités dans ces grands changements, les acteurs aussi. Je pense en particulier au monde agricole ou au monde industriel. Monsieur Ciot l'a indiqué, dans la transition écologique, un des éléments majeurs, c'est la transition énergétique. Il faut absolument arriver à décarboner notre énergie. Et je reviendrai aussi sur le rôle des collectivités en la matière pour promouvoir les énergies renouvelables. Merci, Christian Casalo. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je représente les maires de la Haute-Garonne. Et la meilleure énergie, c'est celle que nous ne consommons pas. C'est le kilowattheure qu'on n'aura pas à produire pour... voilà. Donc, c'est la première des choses dont je voudrais dire que les maires de la Haute-Garonne se sont emparés déjà de la problématique depuis, on va dire, une vingtaine d'années, effectivement, en isolant leurs bâtiments. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec l'appui, comme le rappelait Thierry Urcio, du SDEC notamment, en matière notamment des études énergétiques qui sont un préalable aux travaux. Et donc ce chantier-là, il est déjà en route depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et l'autre impact aussi, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la transition, notamment au niveau de l'éclairage public, mais Thierry Ciot pourrait le dire mieux que moi, mais moi j'étais aussi un des premiers bénéficiaires de la campagne du SDEG en matière de rénovation de l'éclairage public, c'est-à-dire le programme LED+, qui a été engagé. Et effectivement, ça a permis aux collectivités de faire des économies tout en les finançant, en finançant l'investissement par l'économie d'énergie. Voilà, ce qui a été un processus très, très vertueux. Voilà, je reviendrai tout à l'heure un peu plus sur l'énergie, voilà, parce que moi, j'ai fait ma carrière professionnelle dans l'énergie, j'ai fait ma carrière à EDF, ensuite à RTE, donc c'est un monde divers dont je connais tout l'historique. Voilà. Ça marche, enfin, Ghislain Frambourg. Oui, bonjour à tous. Donc, Ghislain Frambourg, je suis directeur général délégué en charge de la transition écologique et des mobilités. Je représente le département de la Haute-Garonne aujourd'hui. Je ne vais pas lister toutes les compétences du département, vous les connaissez. Quoique je pourrais y revenir aussi dans mon propos, puisque même si on parle transition écologique, on peut aussi parler solidarité, on peut aussi parler de culture, on peut aussi parler d'éducation. Et moi, plus particulièrement, je m'occupe, on va dire, un peu du hard, en fait, hein, les routes, les mobilités, la biodiversité, l'habitat. Et donc voilà, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus en présentant une politique qui a été votée par le département au mois de juin en matière de bifurcation écologique. Voilà. On va savoir ce qui se cache sous ces deux mots. On va commencer avec Thierry Ciot. Vous étudiez un nouveau programme innovant visant à produire, à consommer localement l'électricité, notamment grâce aux dernières dispositions réglementaires sur l'autoconsommation collective relative à tous ceux qui organisent des missions de service public. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette fameuse autoconsommation électrique? Et pourquoi c'est devenu intéressant? Écoutez,
il y avait deux axes majeurs proposés aux communes. Christian a rappelé le programme LED++. C'est essentiellement la question de la sobriété et de redonner du pouvoir d'achat aux communes, puisque dans l'économie, on paye les travaux, mais aussi on garantit une économie sur le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est important pour nous autres, des communes. Et puis, nous avions la proposition de produire pour autoconsommer, mais aussi en partie en revente, sur des ombrières qui permettaient d'alimenter des bâtiments, et puis le modèle intégrait les questions de revente. Il se trouve que le monde de l'énergie est un monde en permanente évolution, révolution. En tous les cas, la CRE prend des décisions, et aujourd'hui, les conditions de rachat de l'électricité ne sont plus celles qui étaient à l'origine du programme d'ombrières que nous avions mis en œuvre pour les communes. Et donc, il nous faut d'abord un modèle qui ne soit plus basé sur la revente, mais qui soit basé, puisque l'électricité a un prix, et nous pourrions parler du prix de l'électricité, ce qui intègre le prix de la molécule et de sa production, de sa distribution, donc des réseaux, puis les taxes. Donc, cette électricité qui a un coût, eh bien, donc, il faut pouvoir finalement la produire, dans notre idée, et l'autoconsommer au maximum. Ce qui fait qu'en autoconsommant, on se dégage de ces contrats avec des fournisseurs d'énergie et on retrouve de la respiration dans nos collectivités. On a voulu aller plus loin, puisqu'il faut cibler l'autoconsommation. Et donc, pour cibler l'autoconsommation, faut s'intéresser aux consommations. Et donc, le SDEG est en train de créer une ingénierie avec des partenaires. On a beaucoup discuté hier des partenariats avec le département de la Haute-Garonne, par exemple, et l'ensemble de ces organismes associés qui produisent de l'ingénierie et de l'action au service des communes. Eh bien, nous proposons donc d'aller sur les questions du bâtiment. En effet, aujourd'hui, si vous voulez produire l'énergie consommée par un bâtiment, mais si demain ce bâtiment est appelé à être mieux isolé, comme le disait Christian, il ne consommera pas la même énergie et donc vous n'aurez plus le modèle d'autoconsommation valable. Donc il faut que nous nous penchions sur la question du bâtiment et le fait que nous soyons déjà très engagés sur les diagnostics énergétiques et que nous soyons en partenariat avec le département ou avec d'autres organismes proches du département, ça nous permet d'avancer sur ce sujet. Et puis les communes peuvent avoir des stratégies aussi de flotte électrique. Donc quelles sont mes stratégies demain et quelles sont mes stratégies, non pas simplement de m'équiper en flotte électrique, mais de produire, quelles sont mes stratégies de consommation d'électricité. Et donc notre modèle propose effectivement de produire et d'optimiser l'autoconsommation. Et aujourd'hui, nous avons, grâce au réglementaire, il nous arrive souvent, vous le savez madame, de fustiger le réglementaire et de nous en inquiéter, mais nous avons des possibilités nouvelles, puisqu'autrefois on était très limité dans l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, nous pouvons, soit en zone urbaine, soit en zone rurale, avoir du 10 km ou du 20 km, donc ça donne des distances, et nous pouvons même à l'échelle d'un EPCI, sur des acteurs de services publics, d'intérêt public, donc avoir une stratégie commune de production-consommation. Il y a une fenêtre d'opportunité et ça tombe bien puisque vous, Christian Casalo, vous avez franchi le pas de l'autoconsommation collective dans le cadre spécifique de la communauté de communes. Racontez-nous l'aventure. Oui, voilà. Bon, un peu d'historique, hein, c'est-à-dire que l'élément déclencheur, on va dire, de tout ce qu'évoquait Thierry Ciot, c'est surtout la crise au niveau des coûts de l'énergie en 2022. Voilà, une inflation très importante, donc qui a pesé très lourdement sur les budgets des communes et des intercommunalités. Donc effectivement, nous, à Cœur de Garonne, nous sommes en train de mettre en place un projet de consommation collective sur Caser avec une toiture photovoltaïque sur le gymnase du lycée. Voilà, et qui permettra d'alimenter toutes les infrastructures de services de la communauté de communes. France Service, les multi-accueils pour la petite enfance, les bureaux. Voilà, il y a tout un tas d'infrastructures qui vont bénéficier de cette énergie produite par la toiture photovoltaïque. Voilà. Bon, pour donner quelques chiffres, c'est 100 kW, voilà, avec 500 mètres carrés de toiture photovoltaïque. Alors moi, j'y connais rien. Ça. Voilà. Bon, alors également, il faut savoir que aussi la consommation, c'est également les équipements sportifs, hein, les gymnases, les stades, les éclairages des stades, et aussi les maires s'emparent aussi du fait de sensibiliser les associations
à l'économie d'énergie. Parce que souvent, on a l'équipe de rugby, c'est la troisième mi-temps, c'est au clubhouse, et les lampadaires du stade restent allumés. Voilà un exemple aussi. Oui, mais ils me consomment moins parce que c'est des LED maintenant. On veut dire qu'il faut aussi porter du civisme et de la sensibilisation parce que l'économie d'énergie, on y arrivera très collectivement. Justement, Mélanie Taubert, vous dites qu'en parlant des ENR, des énergies renouvelables, qu'il ne faut pas développer forcément des projets à tout prix. Alors, il faut développer des projets, il faut clairement augmenter le nombre de projets, en particulier photovoltaïques dans le département, puisque les gisements de la Haute-Garonne sont importants, alors que le gisement éolien est extrêmement faible. Pour autant, il ne faut pas effectivement faire des ENR n'importe où et à tout prix. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'élu est essentiel. Le rôle de l'élu, c'est de planifier, d'intégrer en fait cette question des énergies renouvelables aux projets territoriaux qu'il va bâtir avec les habitants, avec les acteurs, avec les parties prenantes. Et il y a clairement un enjeu de le faire maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent des interpellations des élus qui nous disent les porteurs de projets viennent nous voir, il y en a dans tous les sens, on ne sait pas comment faire, etc., etc. Donc clairement, le législateur a mis en place des outils qu'on appelle les zones d'accélération des énergies renouvelables, qui visent à accélérer en fait les procédures réglementaires, mais leur principal intérêt, ce n'est pas celui-là. Leur principal intérêt, c'est d'inciter en fait les collectivités à se questionner sur où est-ce qu'il faut mettre des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier sur leur territoire. Donc ça veut dire prendre en compte les enjeux évidemment agricoles, les enjeux environnementaux, les enjeux paysagers. C'est vraiment le fait de penser global. Et la deuxième étape, c'est d'arriver à traduire ces sites considérés comme souhaitables dans les documents d'urbanisme pour du coup permettre ces projets et orienter en fait les ENR sur les territoires. Le conseil départemental, vous l'avez dit tout à l'heure, a développé un concept ambitieux. Là, on prend un petit peu de hauteur. Hein. On va voir ce que c'est, celui de la bifurcation écologique. Quelles sont ces grandes lignes ? Alors, tout d'abord, effectivement, on parle de bifurcation écologique et pas de transition écologique. Juste en deux mots, la transition, perçue comme le passage d'un état A à un état B de manière progressive. Et on a considéré effectivement au département qu'au vu d'un certain nombre de constats, il y avait plutôt besoin de changer de trajectoire tout en accélérant. Donc cette bifurcation, elle est là pour ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire changer de trajectoire ? Qu'est-ce que ça veut dire accélérer ? Pourquoi changer de trajectoire ? On a parlé là de sujets techniques, mais tout sujet technique emporte une certaine transformation qui doit être accompagnée sur le plan social, sur le plan démocratique. Et on voit bien aujourd'hui dans le débat public qu'arrivent des débats assez francs, assez scindés sur ces questions d'acceptabilité. Comment ? Euphémisme sur le côté franc. Oui. Voilà, euphémisme, léger euphémisme. On voit aussi que ces transformations, si elles ne sont pas pensées de manière globale, peuvent aggraver un certain nombre d'inégalités au niveau des citoyens, mais aussi au niveau des territoires. On a aujourd'hui des inégalités sur nos territoires. On sait que les premiers impactés par les effets du changement climatique seront certainement les plus précaires, les plus fragiles. Comment on fait pour intégrer ça ? On sait aussi que certains territoires sont plus à même d'accéder à des aménités peut-être plus décarbonées. C'est plus difficile quand on est en zone rurale d'accéder à des transports en commun. Quand une activité dépend beaucoup du monde agricole, de l'activité agricole, ça pose aussi des questions de soutenabilité sur le long terme. Et en fait, cette bifurcation écologique, elle est là, d'une part, pour accélérer toutes les transitions techniques qui sont devant nous sur l'ensemble des sujets, biodiversité, mobilité, agriculture, etc. Mais elle est aussi là pour intégrer de manière systémique ces changements de trajectoire en intégrant les dimensions sociales, les dimensions aussi territoriales, puisque le département peut avoir une très jolie politique, très ambitieuse, mais en fait, ça ne peut se faire qu'en partenariat avec les territoires plus locaux. Alors tous ces projets, il faut les financer, Olivier Livrosé. Quelle est la philosophie finalement de financement des projets écologiques ? S'il y a une spécificité, une couleur particulière, quand vous les financez au niveau de la Banque des Territoires, vous allez avoir la même approche ou...
Je ne sais pas si la philosophie est quelque chose de totalement accessible à un établissement financier. Ce que je vais par là, c'est l'esprit. Peut-être que certains ratios sont modulés différemment, certaines exigences, eu égard au fait que de l'importance des projets financés. Voilà. Alors, avant de rentrer dans une forme de prosaïsme et un peu de tripaille des intérêts des uns et des autres, je voudrais quand même rebondir sur les sujets entre transition, bifurcation. Nous, on prend transformation, en partageant ça, le fait que c'est pas dans le mode de fonctionnement qu'on va faire une transition vers un modèle plus soutenable, et peut-être évoquer d'ores et déjà deux sujets qui nous semblent tout à fait importants. C'est celui d'une vitesse d'action qui est contrainte par des données physiques, en fait, quelle que soit la réalité des gouvernements, y compris les réalités financières. Les contraintes sont physiques, quoi. Elles sont physiques sur des temps extrêmement brefs, à l'échelle des temps telluriques, hein, de ceux qui nous concernent, qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre position. Et du coup, c'est bien maintenant qu'il faut pouvoir faire ces changements et les faire dans un ordre de grandeur qui n'est pas celui que nous connaissons, y compris dans les derniers rapports de ralentissement des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le premier sujet, c'est celui de lutter, et je vous rappelle que c'est le premier thème, lutte contre le changement climatique. Mais on ne peut pas le faire sans faire aussi le sujet de l'adaptation. Et il faudrait prendre garde à ce que l'adaptation ne vienne pas suppléer et effacer le premier sujet qui est celui de la lutte, et donc de décarboner l'ensemble de notre économie à marche forcée. Et donc j'en viens à votre question quand même, parce qu'elle mérite réponse. Comment on prétend apporter une aide à faire ceci? Tout simplement en disant, certes, il y a des contraintes financières, on est un établissement financier, vous avez sans doute entendu parler un peu de sujet de notation financière des contreparties souveraines et de la France en particulier. Ça nous concerne aussi, donc tout ça est parfaitement ancré et pris en compte. Mais néanmoins, il faut pouvoir que l'ensemble de l'économie se transforme dans un rythme qui n'est pas celui qu'on peut avoir tout de suite si on reste sur des financements courts et si on reste sur des financements qui ne sont pas bonifiés. Donc on prétend, à notre modeste mesure, apporter des financements qui sont plus soutenables vers les acteurs. Je désigne Thierry Suot parce qu'il en sait quelque chose, mais pour l'ensemble des acteurs des collectivités, pour la décarbonation, pour la production d'énergie moins carbonée, mais aussi pour un meilleur état environnemental et notamment sur la gestion de l'eau, qui est un sujet ultra massif qui nous impacte tous, et à faire ceci en mettant des prêts singulièrement longs et dans des profils plus adaptables et plus soutenables, à en faire plus qu'un par mandat. Parce que c'est clair, si on garde le rythme de la réhabilitation d'un bâtiment, si monsieur le maire doit choisir entre son école et sa mairie, si monsieur le maire doit choisir entre faire de la production d'énergie renouvelable ou avoir un réseau d'eau qui ne fuit pas, c'est pas possible pour les habitants. On entendait hier le sujet de Sébastien Massini qui disait que les habitants ne feront pas reproche de la tornade ni de l'incendie de forêt aux élus. Par contre, il y aura clairement un reproche, non seulement de la résilience, sujet de la très belle signature d'hier soir, mais aussi de l'absence d'anticipation. Donc il faut bien qu'à un moment donné, le volume, et pour conclure sur cette prise de parole peut-être un peu impactante, mais nous, on croit vraiment au fait qu'il faut vraiment investir plus fort, plus vite et maintenant. C'est pas dans 30 ans, ça sera plus le cas, quoi. Mais après, quand vous parlez de temps long, c'est des prêts sur combien d'années? Écoutez, pour vous situer le prêt le plus long qu'on fait dans ce domaine-là, on en fait encore des plus longs sur d'autres sujets, mais sur ce domaine-là, le prêt le plus long qu'on fait, il s'amortit sur 60 ans. Ça concerne les réseaux d'eau. Parce qu'un réseau d'eau, une fois qu'on l'a mis sous terre, s'il est bien fichu, dans 100 ans, il sera encore là. 80 peut-être, pas 100.
Donc coup, ça veut dire que ça dépasse les mandats des élus. C'est vraiment là quand on Ah utilise. oui. Non, mais quand il paraît, quand on utilise l'expression archi rebattue pour les générations futures, non, là ça signifie quelque chose. Mais là, typiquement, et effectivement, quand on rénove très fortement ou quand on construit un bâtiment passif ou à énergie positive, là aussi, on sait bien, nos enfants, quand ils sont passés dans des écoles, certaines s'appelaient Jules Ferry et dataient à peu près de Jules Ferry. Hein. Donc, du coup, on sait bien que ça dure très longtemps et qu'il ne faut pas préempter les capacités d'investissement maintenant pour ne plus rien faire et amortir sur 15 ans des choses qui vont durer 50 ans. Et s'adapter à cette dimension-là, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est franchement une nécessité, nous semble-t-il, d'augmenter le volume d'investissement pour essayer de limiter les impacts du changement climatique et de s'y adapter. Et sur cette question du temps long, justement, Thierry Siot, on parlait donc d'autoconsommation collective, ça demande un calcul fin pour se dire est-ce que ça va être rentable sur 10, 20, 30 ans, et on sait que est-ce que ce sera viable à long terme, parce qu'on sait que le marché de l'énergie, vous l'avez dit vous-même, est un marché qui fluctue énormément et qu'il est lié à de nombreux et de complexes paramètres. Comment on est sûr de la rentabilité ultime du projet, si en plus il y a des soubresauts législatifs et des changements? Peut-être une réflexion plus générale d'abord. Dans notre discussion, il y a plusieurs modèles et il y a plusieurs sujets. La question de l'eau, par exemple, et de réseaux qui, effectivement, sont décemment envisageables en rénovation ou en changement total à 80 ans, c'est aussi une question de financement qui n'est pas la même que pour d'autres sujets, puisque l'argent de l'eau finance l'eau. Et donc, là, on a une logique de recette et de pérennité de la recette qui est liée aussi au modèle de financement. Ça n'est pas forcément le cas ailleurs. Et puis ensuite, je veux le dire, nous ne sommes que des humains, et ni politiquement, ni techniquement, ni humainement, nous ne sommes à l'abri de commettre des erreurs ou de ne pas apprécier tous les enjeux d'une situation. Je vous donne un exemple très précis. Quand, en début de mon premier mandat, c'est la fin de mon troisième, je vous laisse compter 6 ans le mandat pour ceux qui veulent faire le compte, on a agi sur les écoles, nous étions dans de la rénovation énergétique pour faire des économies d'énergie sur la base des consommations d'hiver. Et aujourd'hui, nous investissons dans nos écoles, ce qui a valu à Portet-sur-Garonne un prix hier, donc en fin de journée, je tiens à le rappeler, sur ces cours Oasis et ces équipements scolaires. Nous sommes aujourd'hui en réflexion sur les problématiques de l'été et de la chaleur. Et donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on sait intégrer le PAC et qu'on sait proposer. Et donc, l'idée que le SDEG porte, effectivement, fort de ses expériences, que personne, on incrimine personne, c'est collectif le sujet, on a fait les mêmes erreurs, mais on a les mêmes ambitions, c'est de dire, effectivement, plus on aura une réflexion qui intègre les sujets et les enjeux, et moins on commettra d'erreurs. Et je reviens à la question du prix et à la question du prix de l'électricité. Eh bien, plus on aura une vision intégrée, et plus on autoconsommera dans un premier temps, déjà, plus on aura une capacité à rendre un modèle qui sera performant et efficace pour ce que recherchent les élus, c'est être efficace sur la bifurcation écologique, et dans la bifurcation écologique, cette transition énergétique indispensable, c'est être efficace sur des économies de fonctionnement, j'y reviens toujours parce que ça n'est pas neutre. Si on n'économise pas sur l'énergie, avec l'ensemble des coups de rabot que nous prenons sur le coin de la figure, nous allons devoir économiser sur les services publics que nous rendons ou sur les investissements que nous faisons. Et ça n'est pas acceptable. Donc, nous, on veut aller très fort sur les économies sur l'énergie. Donc, donc, on va optimiser la capacité d'autoconsommer. Les prix. Aujourd'hui, j'ai un tarif de référence parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a travaillé, vous le savez, notamment avec la DDT, les services de l'État, avec beaucoup de partenaires, à essayer de comprendre ce qui fait le prix de l'électricité. Aujourd'hui, le tarif réglementé est à 20 centimes le kilo, enfin à 20 centimes le kilowattheure. Et donc, on a, nous, l'idée que si, avec les modèles réglementaires qui nous sont proposés et qui nous sont permis, on peut produire aux alentours de 15 centimes. Donc, on fait un gap, c'est-à-dire qu'on a un gain sur la base du tarif réglementé. On trouvera toujours moins cher, mais plus cher, mais il y a des crises énergétiques aussi, donc attention à tout ça. Et donc, aujourd'hui, on peut produire pour moins cher que cette référence-là. À côté de ça, que devient le prix de l'énergie demain ou de l'électricité? Moi, je nous alerte, certains spéculent sur l'électricité gratuite.
Mais RTE et Enedis envisagent chacun 100 milliards d'investissements sur les réseaux. Pas, comme disent les détracteurs des énergies renouvelables, pour les énergies renouvelables, c'est un mensonge. Pour les réseaux. Rien que pour les réseaux, oui. Oui, donc pour la distribution aussi de l'électricité, pour la résilience. On en parlait hier, vous avez fait allusion à la convention que nous avons signée avec Réseau 31, avec le conseil départemental, avec la fibre et donc le SDEG. Eh bien, c'est la résilience des réseaux. Comment adapter nos réseaux aujourd'hui aériens aux grandes tempêtes? Comment adapter nos réseaux souterrains aux fortes chaleurs, alors que même souterrains, ils souffrent des chaleurs quand on parle des réseaux électriques. Ça, ce sont des vrais sujets. Donc, il y aura des investissements. Et puis, j'ajoute que le président de la République a engagé un plan à 65 ou 70 milliards sur de nouvelles tranches de production nucléaire. Et tout ceci nécessite un financement. Donc, le prix de l'électricité, fondamentalement, puisque l'électricité a un coût, ne baissera pas. Quand il y a eu un débat entre l'État et EDF sur le prix de production, le coût de production d'un mégawattheure d'énergie nucléaire, EDF considérait que pour s'y retrouver, il fallait être au moins à 70 €. Le prix de base. Et on ajoute les taxes. Donc on est bien dans quelque chose qui se consolide en disant que l'électricité, ça a un coût. C'est un petit peu comme si on disait que l'eau, qui va devoir financer, certes, peut-être dans 80 ans. Bon, de toute façon, à un moment, Voilà. à un moment donné, il faut se lancer, Donc, il y a quelles un que prix. soient les fluctuations. Voilà. Mais vous le voyez, avec un modèle qui quoi. intègre l'ensemble des sujets, Oui. de façon à laisser le moins de place possible aux aléas, à garantir les meilleures économies possibles, et puis ensuite de la visibilité et de la pérennité. Parce que les élus locaux, il faut le dire aussi, ce dont ils ont besoin, c'est d'arrêter avec les soubresauts et les changements de perspective tous les 3 matins, et c'est d'avoir de la visibilité pour pouvoir produire des politiques publiques, parce que nos concitoyens, ils attendent de nous de l'opérationnel du lundi au dimanche, quoi, et de l'action du lundi au dimanche. Oui, rapidement alors. Je croyais que vous aviez intéressé à interagir et autorisé à interagir. Juste pour dire en un mot et en un seul sur le sujet de la production énergétique et notamment photovoltaïque, il y a clairement un deuxième sujet en lien avec la variation du tarif de l'électricité, dont on sait tous de façon un peu atterrée qu'elle est dans des variations incommensurables et qu'on est assez souvent en prix d'énergie négatif, ce qui implique un fonctionnement de marché européen de l'énergie assez étonnant, mais nonobstant, sauf à imaginer que ceci change, la question qui arrive assez forte et auquel je crois aussi les élus doivent réfléchir, c'est toutes les dimensions de stockage énergétique. C'est que de plus en plus, dans un nouveau système de réseau plus local, multiproductif, en dépit des projections long terme sur les productions de nouvelles centrales, qui seraient d'ailleurs plus petites, la dimension du stockage de l'électricité, de l'énergie qui sortira en électricité, devient pour nous un critère essentiel de projection et là aussi de résilience du réseau électrique d'ailleurs. On a parlé... Oui, vous souhaitez réagir, Madame Taubert ? Je souhaitais réagir sur la notion de visibilité qui est indispensable pour les élus et pour les opérateurs également. Il y a une loi récemment, la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui a justement visé à clarifier énormément de choses en matière d'agrivoltaïsme, parce que c'est un concept qui a longtemps été assez flou. Là, maintenant, les choses sont claires. Il a aussi clarifié les choses sur ce qu'on pouvait faire comme photovoltaïque sur les zones naturelles, agricoles ou forestières. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Ça peut aider les élus à trier le bon grain de livret. Tout à fait, exactement. Quels sont les projets censés et un des rôles des élus, c'est aussi le fait d'être des relais sur certains sujets. Clairement, on ne va pas reparler ici de tout ce qui est ZAN, zéro artificialisation nette, mais il y a un énorme enjeu concernant la consommation d'espace. Et le législateur, ce qu'il a prévu, c'est d'inciter et d'obliger même en fait à la couverture de photovoltaïque de surfaces déjà artificialisées. Et je pense en particulier aux bâtiments et aux parkings.
Dès 2026, un nombre important de parkings doivent être couverts par du photovoltaïque. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument arriver à enclencher. Et dans ce cadre-là, le rôle des services de l'État est évidemment important, mais le rôle des élus est aussi essentiel pour promouvoir, inciter, informer sur ce sujet-là. Christian Casalo, sur ces aspects justement, vous avez des projets d'ombrières sur les parkings? Les ombrières, on a défini, comme le disait Madame Taubert, les zones où c'est qu'on pourrait accueillir du photovoltaïque. Grâce à ces nouvelles dispositions législatives. Voilà, grâce à ces nouvelles dispositions. Et donc, effectivement, chaque commune a défini des bâtiments et des zones où ils pouvaient accueillir du photovoltaïque. Donc effectivement, ça va se mettre en place, mais il y a toujours un temps parce que effectivement, on parlait tout à l'heure d'investissement. Les communes ont souvent des budgets qui sont contraints. Donc hier, on en parlait au niveau des finances. Et l'argent étant le nerf de la guerre, pour les communes, c'est un projet par an. Il faut pas, voilà, pour avoir des aides, que ce soit au niveau des aides de l'État, que ce soit à travers le Fonds vert ou la DETR, on sait très bien que nous, les maires, c'est en gros un projet par an, voilà, par commune, ce qui serait déjà pas mal. Voilà, et plus, bien sûr, sur les communes plus importantes. Après, vous n'avez pas une force de frappe plus importante du fait que vous soyez une communauté de communes, vous pouvez travailler sur des territoires plus... Oui, la communauté de communes, effectivement, porte, on va dire, surtout dans le monde rural, la plupart des services. Et effectivement, en plus, on bénéficie de la gestion des bâtiments et donc des parkings aussi qui sont autour. Voilà, ce qui va permettre effectivement de développer au niveau d'un territoire la production d'énergie photovoltaïque. Ghislain, en juin dernier, vous avez présenté un diagnostic des vulnérabilités climatiques avec des points clés importants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement pour qu'on identifie ce qui se passe et les enjeux sur la Haute-Garonne? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité de conjuguer atténuation et adaptation. Pour vraiment bien penser les politiques à mener sur ces questions-là, il faut avoir une connaissance quand même suffisamment fine de ce qui se passe sur nos territoires. Donc, après plus d'un an d'études en partenariat avec le CEREMA, financé aussi par l'Agence de l'eau et l'État, on a effectivement livré en juin un diagnostic très complet sur tout le territoire de la Haute-Garonne, mais décomposé en 9 territoires, qui permet d'évaluer ce qui va se passer à horizon 2050, portrait climatique sur chacun de ces territoires, évolution des précipitations, des températures, sur les sujets de la végétation, des feux de forêt, etc. Et on est venu croiser ça avec des sensibilités territoriales, qu'il s'agisse de sensibilités économiques, de sensibilités liées à la population, le vieillissement de la population par exemple, mais aussi des sensibilités plus intrinsèques sur concrètement l'environnement local dans lequel on se situe. Et ça permet d'identifier territoire par territoire les principaux enjeux, là où on est potentiellement le plus en risque quand on se projette sur cet horizon qu'on a choisi 2050, qui est à la fois lointain et très proche, parce que depuis tout à l'heure on parle de durée de vie, de choses qui dépassent largement 2050. Pour autant, se projeter au-delà, c'est aussi faire des paris sur les politiques publiques telles qu'elles seront menées, notamment du point de vue de la décarbonation. Et donc, l'objectif de ce diagnostic, c'est qu'il puisse être utile à tous les territoires de la Haute-Garonne. Bien évidemment, et j'en parlais tout à l'heure avec une personne, à l'échelle d'une commune, il y a besoin d'aller beaucoup plus précisément dans le sujet, c'est certain, mais en tout cas, ça donne des clés de lecture qui nous semblent, département de la Haute-Garonne, essentielles à intégrer dans des politiques d'aménagement du territoire, mais aussi dans l'accompagnement social, en fait, tel que l'on le rend au travers de nos travailleurs sociaux. Si vous êtes une personne en situation de vieillissement, que vous souhaitez rester dans votre logement à tel endroit, c'est important d'intégrer toutes ces données environnementales et la faisabilité finalement de votre projet. Et on peut le poser là sur ces considérations-là sur beaucoup d'aspects. Je vais juste dire un mot là-dessus. On arrive sur des thématiques qui sont totalement systémiques et hyper complexes. Ce qui pose un enjeu aussi fondamental, on a parlé de financement, mais aussi l'enjeu de l'explication et l'enjeu du porté à connaissance. Et là, j'ai la politique bifurcation écologique ici, elle fait 200 pages. Le diagnostic des vulnérabilités fait 200 pages aussi. Tout le monde ne va pas le lire. Comment on rend sexy un rapport de 200 pages ? C'est une très bonne question. Non, mais ça peut. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Vous parliez réseaux sociaux tout à l'heure. Là, j'en plaisante, mais c'est quand même un enjeu important et sérieux. On l'a bien compris au fur et à mesure des interventions. Donc, il y a un enjeu de transmission
de ces informations et que ça puisse être infusé au maximum chez les décideurs, en tout cas les élus. Oui, tout à fait. Il faut s'adapter aussi au temps disponible des personnes à qui on s'adresse et adapter les supports de communication sur lesquels on va travailler. Donc là, on est en train de déployer soit des serious games, soit des productions vidéo qui permettent en peu de temps de comprendre beaucoup de choses, tout en ayant les références pour aller plus loin sur les différents sujets. Mais je pense qu'une des clés, c'est aussi d'accepter que finalement, on est dans une certaine complexité et qu'une simple page A4 avec une dizaine d'indicateurs ne nous permet pas de comprendre la situation et ne nous permet pas de savoir si la politique telle qu'on la mène va dans le bon sens. Voilà. On parlait de transition énergétique. La transition énergétique, il faut la faire. Il faut la faire pour des raisons financières, il faut la faire pour décarboner l'énergie, mais où on la fait, comment on déploie les projets, quels sont les impacts sur la biodiversité, quels sont les impacts localement. Je vais reprendre juste l'exemple de l'autoconsommation. Penser l'autoconsommation, ça doit être pensé effectivement collectivement, M. Suot l'a très bien dit. On a un patrimoine au département, on a des aires de covoiturage, donc des fameux parkings, on a une centaine de collèges, on a beaucoup de bâtiments aussi. Et on se rend compte que, si je prends juste l'exemple des collèges, oui, on peut mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus. Ce sera très utile en autoconsommation pour le collège la journée, mais le soir et l'été, bon, on risque de produire de l'énergie pour rien. Et là, on voit bien qu'il y a un enjeu d'échelle territoriale, de partage territorial. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à cerner au titre de l'adaptation et des politiques de décarbonation. Comment on fait pour choisir les bonnes échelles? Comment on fait pour développer davantage les partenariats et construire des projets collectivement? On le voit, le sujet est éminemment complexe, a fortiori pour vous, les élus. Non, mais on va vous donner la parole une dernière fois à chacun. On va faire un tour de table. En commençant par vous, Thierry, justement. Oui, je voulais réagir tout de suite sur le choix d'échelle, parce qu'effectivement, le travail aussi que l'on doit faire, c'est de dire à un acteur qui serait isolé, mais qui a la volonté politique et qui souhaiterait aller vers, qu'il peut aujourd'hui, d'un point de vue strictement réglementaire y compris, ne pas être isolé, ne pas être seul et pouvoir co-investir aux côtés d'autres acteurs qui produisent effectivement de l'intérêt public. Et donc sur un même territoire, on peut aussi avoir un travail de rapprochement, de lien et faire tout ce que vient de décrire Ghislain Frambourg. C'est-à-dire qu'effectivement, en jouant collectif, et on peut jouer collectif, on peut rendre possible des projets qui, à l'échelle d'un équipement ou à l'échelle d'une commune, ne seraient pas viables. Puisqu'on peut co-investir et consommer ensemble ce qu'on aura produit en co-investissant. Olivier Livrosé, vos réflexions pour un dernier tour de table. On est parti de la grande image et on arrive maintenant au moment de ce qu'on peut faire, de ce qu'on amène, et on est déjà passé par le sujet de l'investissement. Après, très concrètement, on ne crée rien quand on est un financier. On essaye d'apporter des solutions, de contribuer avec quelques outils, quelques éléments de facilitation. Donc, effectivement, peut-être réfléchissez avec vos conseillers aux décideurs publics qui sont dans les DDFIP à allonger les durées d'amortissement pour rendre soutenables les projets et peut-être ne pas s'arrêter aux difficultés d'un équilibre dans des façons d'habitude d'endettement trop courtes en un message. Un deuxième message, il y a des tas de petites actions. Alors, je suis assez sceptique sur le colibri qui fait sa part, etc. On n'éteint pas, voilà, le feu de l'aude ne s'est pas éteint avec des colibris. Hein. Mais pour dire, il y a quand même des mesures. On est la Caisse des dépôts et consignation. Alors consignation, les gens ne voient pas bien ce que c'est. Vous, les maires, vous avez un pouvoir de police. Et le pouvoir de police, il est souvent pas facile à exercer. Mais il devient indispensable en transformation climatique parce que les feux, ça arrive plus vite. Les tempêtes, ça fait tomber des arbres qui cassent les réseaux électriques, mais aussi les réseaux de numériques. Et du coup, et les déchets, vous en avez sans doute partout, des dépôts sauvages, des choses comme ça. Du coup, il y a un outil qui s'appelle la consignation, où vous pouvez imposer, après avoir pris la décision, le fait que la somme soit consignée en dépit de l'appel. Donc, regardez aussi des sujets qui rendent la capacité du maire effective dans sa réalité perçue par les citoyens. Et puis, un dernier mot, en gros... comme on est tous un peu convergents là, sur le sujet quand même, à essayer d'apporter des solutions,
passer un coup de fil, aller voir, et on trouvera, y compris parfois de la modalité pour cofinancer une étude ou surtout pour aller après mettre le prêt qui va bien. Donc c'est un peu ça mon dernier message du moment, c'est que s'il faut agir vite, il faut qu'on y aille tous ensemble. Mélanie. Monsieur Livrosé vient d'insister sur le rôle de la Banque des territoires en termes de facilitation financière. Moi, je voudrais insister sur notre rôle en tant que DDT dans ce qui concerne la facilitation réglementaire. Souvent, on nous dit c'est très compliqué, c'est vrai. Mais du coup, moi j'invite les porteurs de projets sur ces questions de transition écologique, qu'ils soient collectivités ou opérateurs, à venir le plus en amont possible discuter avec les services de l'État. Et notre rôle, c'est de vous accompagner, de faciliter les choses pour vous faire gagner du temps et nous faire aussi gagner du temps. Voilà. Merci. Christian. Oui, face aux défis climatiques, je pense que les solutions sont différentes suivant les territoires. C'est-à-dire que, par exemple, dans le milieu urbain, comme le disait Thierry Richaud tout à l'heure, on se penche sur la végétalisation des cours d'école. Vous prenez, moi sur mon village, j'ai pu maintenir l'école, et si vous voulez la cour d'école, il y a une quinzaine d'arbres. Donc, je veux dire, les problématiques sont différentes suivant le territoire. Voilà. Après, vous a fortiori sur un département aussi grand que celui de la Haute-Garonne et différencié. Tout à fait. Où c'est qu'effectivement, on a une aire urbaine où, disons, pour donner juste une image, par exemple, moi j'habite à 50 km de Toulouse, donc vers le Comminges. J'ai également de la famille à Toulouse, je vais très souvent à Toulouse, mais la différence est de 4 degrés, vous voyez. Donc 4 degrés, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver. Voilà. Vous le sentez quand vous venez nous voir à Toulouse. Pour vous situer, voilà. Ouais. Donc pour vous dire que, et nous les maires, je pense qu'on le sent bien, ça, que suivant le territoire où on habite, il y a des forces et des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Et moi, vraiment, que face aux défis qui se présentent devant nous, aujourd'hui, je pense que nos grands politiques ne prennent pas toujours cette mesure de différence entre le monde rural et le monde urbain, pour citer que 2 mondes. Voilà. Mais je veux dire, je crois que c'est très important de regarder les choses par rapport à là où on vit. Et en plus, je veux dire, les demandes des administrés, les exigences ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand quelqu'un vient habiter chez nous dans le rural, il n'attend pas ce que je lui dis devant, vous n'aurez jamais le bus devant la porte. Parce que ce n'est pas son attente, c'est une autre aspiration de vie. Voilà, je pense que ça, c'est important. Voilà la réflexion que je voulais partager avec vous. Pour ce message. Ghislain, le dernier mot de la fin. Oui, en prenant encore plus de hauteur, puisque quand on dit qu'il faut travailler collectif et finalement aussi faire la différence entre les territoires, et vous l'avez très bien dit, le département de la Haute-Garonne, quand on est à Luchon, quand on est à Toulouse, on ne peut pas raconter la même histoire en fait. Je pense qu'on a aussi cette responsabilité-là collective de donner à voir finalement ce que ça peut être demain. Et peut-être aussi en sortant de récits dystopiques, on en a, ça c'est bon, il y en a, des récits dystopiques. Il ne faut pas non plus tomber, pardon pour l'expression, mais dans le monde des bisounours, parce que celui-là, on sait qu'il n'arrivera pas, hein, le réchauffement climatique est déjà en route et on sait déjà que ça va se réchauffer avec des impacts. En revanche, avoir un récit adapté à chaque territoire de concrètement à quoi ça peut ressembler et comment on peut travailler collectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, on est nombreux à le penser, est encore à travailler. Et ça peut aussi dépasser les enjeux techniques et ça doit être territorialisé, puisqu'on peut parler de décarbonation des mobilités, mais effectivement, si je vais parler du RER toulousain en arrivant à Luchon, on ne sera pas entendable, ce n'est pas le sujet. Par contre, parler des risques qui portent sur les stations de ski et comment on peut s'adapter à cet endroit-là, là, c'est le sujet. Et donc voilà, cette capacité à vraiment, encore une fois, choisir les bonnes échelles, construire collectivement et lucidement aussi les bons récits, est absolument crucial. Dans ce cadre-là, et je ne dirai, c'est mon dernier mot, le département entend se constituer d'un conseil scientifique pour justement aider déjà à passer au tamis l'ensemble de nos politiques publiques pour voir si on va dans le bon chemin. On pense, mais accessoirement, on n'a pas toute la connaissance, on n'a pas la science infuse non plus, mais aussi pour aider à construire ces futurs, entre guillemets, souhaitables ou désirables. Merci à vous, merci à nos invités pour la qualité de leur intervention. On peut les applaudir avec chaleur.
ou une chaleur toute relative pour ne pas renforcer le changement climatique, puisqu'il va être question de chaleur tout de suite. On va s'intéresser à la problématique des incendies dans quelques instants. À tout de suite. Merci encore.